Papa, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» La petite Emma, à peine âgée de 7 ans, serrait contre elle son cahier d'école trempé par la pluie, tout en s'abritant sous l'auvent d'un magasin fermé. Cette question innocente transperçait le cœur de John comme une lame tranchante, car il savait qu'il n'y avait pas de maison où retourner. Si cette question vient de vous toucher au cœur, vous n'êtes pas seul. Des milliers de familles vivent cette réalité chaque jour. Restez avec moi jusqu'à la fin. Cette histoire va complètement changer votre perspective sur ce qui compte vraiment dans la vie. Ce que personne dans cette rue animée de New York ne pouvait imaginer, c'est qu'en quelques semaines, cette famille brisée dînerait dans le penthouse de l'un des hommes les plus riches de la ville. La pluie tombait impitoyablement cette nuit d'octobre, transformant les trottoirs en rivières glacées qui s'infiltraient dans les chaussures trouées de Lucas, le fils aîné de 9 ans. Sarah serrait les 2 enfants dans ses bras pour les protéger du froid mordant, tandis que John fouillait les poubelles à la recherche de quelque chose qu'ils pourraient manger. Ils avaient tout perdu il y a 3 mois, la maison, leurs emplois, leur dignité, mais ils n'avaient pas encore perdu l'espoir que leurs enfants puissent avoir un avenir différent. Qu'est-ce qui avait mené une famille ordinaire, avec des rêves et des projets, à dormir dans la rue? Comment 2 enfants brillants qui adoraient de l'école et obtenaient d'excellentes notes arrivaient-ils maintenant à peine à assister aux cours? La réponse était cachée dans une séquence d'événements dévastateurs qui avait commencé par une simple lettre de licenciement et s'était terminée par une expulsion brutale en plein jour. Mais il y avait quelque chose de différent cette nuit pluvieuse. De l'autre côté de la rue, à travers les vitres embuées d'une limousine noire, une paire d'yeux observait attentivement cette scène. Daniel Morrison, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, était sur le point de prendre une décision qui changerait à jamais le destin de cette famille. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre fortuite transformerait aussi profondément sa propre vie. Le destin choisit parfois des moments improbables pour entrelacer des vies complètement différentes. Et cette nuit froide et humide, tandis qu'Emma tenait fermement son cahier mouillé contre sa poitrine, les rouages de l'univers commençaient à se mettre en mouvement. Ce qui était sur le point de se produire prouverait que même dans les situations les plus désespérées, la bonté humaine peut créer des miracles inimaginables. John Matthews avait 35 ans et des mains calleuses après des années de travail dans la construction. Avant que tout s'écroule, il se réveillait tous les jours à 5 heures du matin, embrassait Sarah et les enfants encore endormis et partait pour une autre journée de dur labeur. Il n'était pas seulement un travailleur dévoué, c'était un père qui rêvait de voir ses enfants diplômés, peut-être Emma médecin, comme elle le disait toujours, et Lucas ingénieur, fasciné qu'il était par la construction. Mais maintenant, 3 mois après avoir perdu son emploi à cause de réduction d'effectifs dans l'entreprise, il reconnaissait à peine l'homme qu'il voyait reflété dans les vitrines des magasins. Sarah, sa femme depuis 12 ans, était le pilier émotionnel de la famille. Professeure remplaçante avant la crise, elle avait le don de transformer toute situation difficile en aventure pour les enfants. Même maintenant, vivant dans la rue, elle créait des jeux éducatifs avec des objets trouvés dans les poubelles, enseignait les mathématiques en comptant les voitures qui passaient et racontait des histoires pour leur faire oublier la faim. Mais derrière le sourire fort qu'elle maintenait pour les enfants, il y avait une femme détruite par la culpabilité de ne pas pouvoir offrir le minimum de dignité à ses enfants. Leur vie avait été simple, mais heureuse. Ils vivaient dans un petit appartement à Brooklyn, où l'odeur du café du matin se mélangeait au rire des enfants se préparant pour l'école. John travaillait dur. Sarah complétait leurs revenus avec des remplacements et ensemble, ils arrivaient à payer les factures, mettre de la nourriture sur la table et même économiser un peu pour les études universitaires des enfants. C'était une vie modeste, mais pleine d'amour et d'espoir. Tout avait changé quand l'entreprise de construction où John avait travaillé pendant 8 ans avait déclaré faillite, sans préavis, sans indemnité de licenciement, sans rien. Sarah avait essayé d'obtenir plus de remplacements, mais les coupes budgétaires dans l'éducation l'avaient aussi affectée. En quelques semaines, leurs économies avaient disparu avec les factures en retard. En 2 mois, l'expulsion était arrivée.
En 3 mois, ils étaient dans la rue avec seulement les vêtements qu'ils portaient et les sacs d'école des enfants. Ce qui faisait le plus mal à John n'était pas la faim constante ou le froid qui pénétrait ses os. C'était de voir Emma et Lucas essayer de faire leurs devoirs sous la faible lumière des réverbères, de les entendre mentir à leurs camarades sur l'endroit où ils vivaient, de réaliser qu'ils mangeaient moins pour laisser plus de nourriture aux parents. Ils voulaient crier, frapper les murs, questionner Dieu sur pourquoi des enfants innocents devaient souffrir ainsi. Mais au lieu de cela, il ravalait sa fierté blessée et continuait à chercher du travail, n'importe quel travail, tout en protégeant sa famille de la seule façon qu'il pouvait, avec un amour inconditionnel. Le lundi matin apporta un nouveau cauchemar. La directrice de l'école publique où Emma et Lucas étudiaient avait convoqué John et Sarah pour une réunion urgente. Assis dans le petit bureau, encore avec des vêtements humides de la pluie de la nuit précédente, ils entendirent des mots qui glacèrent leur cœur. « Je suis vraiment désolé. Mais si les enfants continuent à manquer les cours, nous serons obligés de notifier les services de protection de l'enfance. » La menace de perdre leurs enfants flottait dans l'air comme une sentence de mort. Imaginez si c'était vos enfants dans cette situation. Commentez ci-dessous. Que feriez-vous à la place de John? Et partagez cette histoire. On ne sait jamais qui autour de nous peut traverser quelque chose de similaire en silence. Mais ils veulent venir, supplia Sarah, les larmes coulant sur son visage fatigué. C'est juste que, parfois nous n'avons pas moyen de nous laver, ou les vêtements ne sont pas propres, ou ils sont trop fatigués parce que nous ne dormons pas bien dans la rue. La directrice, Madame Williams, maintenait une expression sévère, mais ses yeux trahissaient une pointe de compassion. Elle avait des ordres à suivre, des objectifs de présence à atteindre, et 2 enfants sans abri ne pouvaient pas entraver les statistiques de l'école. Le pire vint quand Madame Williams mentionna les autres parents. Certains responsables ont exprimé des préoccupations concernant la situation d'Emma et Lucas. Ils craignent que cela puisse être une mauvaise influence pour les autres enfants. John sentit son sang bouillir. Mauvaise influence? Ces enfants, qui même dans la pire situation imaginable, obtenaient encore de bonnes notes et aidaient leurs camarades. L'hypocrisie de tout cela le rendait nauséeux. Cet après-midi-là, quand ils allèrent chercher les enfants à l'école, le cauchemar se matérialisa. Un groupe de mères conversait aux portes, et quand elles virent la famille Matthews s'approcher, les chuchotements commencèrent. L'une d'elles, vêtue de vêtements de marque, tira son fils quand Lucas lui fit signe. « Je ne veux pas que tu sois près d'eux », dit-elle assez fort pour que tous entendent. Qui sait quelle maladie ils peuvent porter? Emma commença à pleurer silencieusement, serrant la main de son père. Lucas, essayant d'être fort, garda la tête haute, mais John pouvait voir la douleur dans ses yeux. Comment expliquer à un enfant de 9 ans que le monde peut être si cruel? Comment dire que les personnes qui devraient te montrer de la compassion choisissent le jugement? Sarah serra les 2 enfants dans ses bras, créant un bouclier protecteur contre les regards et commentaires malveillants. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas les protéger pour toujours. Le système se refermait sur eux et le temps s'épuisait. L'apogée de l'humiliation arriva un après-midi de mercredi quand la famille tenta de s'abriter de la pluie dans le hall d'un immeuble commercial luxueux. Le garde de sécurité, un homme corpulent nommé Marcus, s'approcha immédiatement. « Vous ne pouvez pas rester ici », dit-il, sans même les regarder dans les yeux. « Ordre du propriétaire, les mendiants font fuir les clients. » John essaya d'expliquer qu'il n'avait besoin que de quelques minutes, jusqu'à ce que la pluie passe, qu'il avait de petits-enfants. Mais ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. C'est alors qu'il apparut. Richard Stevenson, propriétaire d'une chaîne de grands magasins et locataire le plus important de l'immeuble. Portant un costume qui coûtait probablement plus que ce que John gagnait en 3 mois quand il avait un emploi, il regarda la famille avec un dégoût mal dissimulé. « Marcus, je pensais avoir été clair que je ne veux pas ce type de personne près de mon établissement, » dit-il, gesticulant vers la famille comme s'ils étaient des déchets. « Appelez la police, si nécessaire. S'il vous plaît, monsieur. » Sarah s'avança, la fierté complètement oubliée face à la désespération d'une mère. « Nous voulons juste protéger nos enfants de la pluie. Je promets que nous partirons dès qu'elle s'arrêtera. » Richard rit, un son froid et cruel. « Des enfants ?
Quel genre de parents laissent leurs enfants vivre comme ça? Vous devriez avoir honte. Si vous ne pouvez pas les entretenir, vous n'auriez pas dû les avoir. » Ces mots étaient des poignards dans le cœur de John et Sarah. Le pire était encore à venir. Richard s'approcha de Lucas et Emma, qui essayaient de se cacher derrière leurs parents. « Regardez bien les enfants, » dit-il avec un sourire malveillant. « C'est ce qui arrive quand les gens sont paresseux et ne veulent pas travailler. Vos parents sont des ratés, et si vous n'y prenez pas garde, vous finirez comme eux. » Emma commença à sangloter, tandis que Lucas serrait ses petits poings, le visage rouge de rage et de honte. John fit un pas en avant, tous les muscles tendus, mais Sarah retint son bras. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir des ennuis avec la police. Avec les enfants pleurant et trempés, ils quittèrent l'immeuble sous les regards de dizaines de personnes bien habillées qui assistaient à la scène comme si c'était un spectacle. Cette nuit-là, blottis sous un pont essayant de se réchauffer, John et Sarah firent une promesse silencieuse. D'une manière ou d'une autre, ils prouveraient au monde, et surtout à Richard Stevenson, que leurs enfants valaient plus que tout l'argent que cet homme cruel possédait. Cette scène vous a-t-elle révolté? Elle le devrait, sauvegarder cette histoire et taguer cette personne qui a besoin de voir comment nos mots peuvent détruire ou construire des vies. L'histoire n'est pas encore finie, et ce qui arrive ensuite va vous laisser sans voix. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Tandis que John consultait les petites annonces dans un vieux journal trouvé dans les poubelles, un homme âgé s'approcha. Il se présenta comme Thomas, un vétéran de guerre qui avait passé des années dans la rue avant de réussir à s'en sortir. « Je vois que vous avez une famille, » dit-il, observant Sarah enseigner aux enfants avec un livre usé. « Laissez-moi vous donner un conseil. La bibliothèque publique de la 42e rue. Là-bas, vous pourrez vous réchauffer, les enfants pourront étudier, et il y a des programmes d'aide que vous ne connaissez peut-être pas. » Thomas expliqua que la bibliothèque n'était pas seulement un endroit pour lire des livres, c'était un sanctuaire pour les sans-abri, avec des toilettes propres où ils pouvaient se laver, des ordinateurs avec Internet pour chercher du travail, et des bibliothécaires qui connaissaient toutes les ressources disponibles dans la ville. « L'éducation de vos enfants n'a pas besoin de s'arrêter, » dit-il, ses yeux doux brillants de compréhension. « Et vous, jeune homme, vous pouvez utiliser l'adresse de la bibliothèque pour recevoir du courrier d'emploi. » Sarah serra le vieil homme dans ses bras, des larmes de gratitude coulant sur son visage. C'était la première fois en mois que quelqu'un les traitait comme des êtres humains, pas comme un problème à éliminer. Thomas mentionna aussi un programme de petit déjeuner gratuit dans une église proche, et une laverie communautaire où ils pouvaient laver leurs vêtements une fois par semaine. De petites choses, mais qui feraient une énorme différence dans leur vie. Cet après-midi même, la famille Matthews entra pour la première fois dans la majestueuse bibliothèque publique de New York. Emma et Lucas furent émerveillés par les étagères interminables de livres, les plafonds ornés, le silence respectueux de la connaissance. Une bibliothécaire nommée Janet, remarquant les sacs d'école des enfants, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Nous avons un programme de tutorat gratuit les mardis et jeudis, » dit-elle, « et des ordinateurs disponibles pour la recherche scolaire. Vous êtes toujours les bienvenus ici. » John sentit quelque chose changer en lui à ce moment. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, il s'agissait d'utiliser chaque ressource disponible pour s'assurer que ses enfants ne perdent pas leur éducation. Il prit un formulaire pour le programme d'aide à la recherche d'emploi, tandis que Sarah inscrivait les enfants au tutorat. Emma serra un livre sur la médecine pédiatrique, ses yeux brillants du rêve renouvelé de devenir un jour médecin. Lucas trouva toute une section sur l'ingénierie et l'architecture. Là, entre ces murs qui gardaient des siècles de connaissances, l'espoir commença à germer à nouveau. Ils dormiraient encore dans la rue cette nuit-là, mais maintenant, ils avaient un plan, un but, et plus important, ils avaient trouvé des gens qui croyaient en eux. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine. Tous les matins, après le café à l'église méthodiste, où la bienveillante sœur Catherine gardait toujours du pain en plus pour Emma et Lucas, la famille se dirigeait vers la bibliothèque.
John passait des heures à envoyer des CV par les ordinateurs, améliorant ses compétences grâce à des cours en ligne gratuits et établissant des contacts sur des sites d'emploi. Il avait déjà obtenu quelques entretiens et bien qu'il n'ait pas encore été embauché, chaque non le rendait plus déterminé, pas plus détruit. Sarah avait découvert son propre but. Utilisant son expérience de professeur, elle commença à aider d'autres enfants sans abri avec leurs devoirs. Bientôt, un petit groupe se formait autour d'elle tous les après-midi, des enfants affamés de connaissances qui avaient été oubliés par le système. Les bibliothécaires, impressionnés par son dévouement, commencèrent à fournir du matériel supplémentaire et suggérèrent même qu'elle postule pour un poste de bénévole rémunéré qui s'ouvrirait bientôt. Emma et Lucas s'épanouissaient dans l'environnement de la bibliothèque. Leurs notes, qui avaient commencé à chuter pendant les premiers mois dans la rue, remontèrent. Emma dévorait les livres de sciences, prenant des notes méticuleuses dans des cahiers donnés. Lucas avait trouvé un mentor en un des bénévoles, un étudiant en ingénierie nommé Mike qui venait les jeudis et passait des heures à expliquer les concepts de physique et de mathématiques. Les enfants arrivaient à l'école propres et préparés, s'étant lavés dans les toilettes de la bibliothèque et ayant lavé leurs uniformes à la laverie communautaire. Mais le progrès ne passa pas inaperçu pour tout le monde. Richard Stevenson, l'homme d'affaires qui les avait humiliés, apprit par un employé que cette famille de mendiants était en train d'infester la bibliothèque. Furieux qu'il soit encore dans sa ville, il commença à passer des coups de téléphone. En tant que l'un des plus grands donateurs de la bibliothèque, il avait de l'influence. Il commença à faire pression sur l'administration, prétendant que la présence de sans-abri éloignait les citoyens respectables et que la bibliothèque devenait un refuge déguisé. La tension grandissait chaque jour. John pouvait sentir les regards plus prolongés des gardes de sécurité, les chuchotements entre employés. Janet, la bibliothécaire gentille, le prit à part un jour. « Il y a de la pression qui vient d'en haut. Certaines personnes influentes ne sont pas contentes du nombre de sans-abri utilisant nos installations. Je me bats pour vous. » Mais elle n'eut pas besoin de finir. John comprit. Même là, dans ce temple de la connaissance qui devrait être pour tous, l'argent et le pouvoir tentaient de les exclure. Mais il vit aussi quelque chose dans les yeux de Janet et de ceux des autres employés qui avaient appris à connaître sa famille. Ils étaient de leur côté. La bataille ne faisait que commencer. Le vendredi matin commença comme un cauchemar. John se réveilla sous le pont où ils avaient passé la nuit pour trouver Sarah brûlante de fièvre, tremblant incontrôlablement. Des jours de pluie, des nuits froides et une alimentation inadéquate avaient finalement fait des ravages. Emma et Lucas regardaient terrifiés tandis que leur mère délirait, les appelant bien qu'ils soient à côté d'elle. John savait qu'il devait l'emmener à l'hôpital, mais la peur de ce qui pourrait arriver, les questions, la possibilité de perdre les enfants, le paralysaient. Ce fut Lucas qui prit la décision. Avec ses 9 ans et une maturité forcée par les circonstances, il regarda son père et dit « Maman a besoin d'aide, papa. Nous ne pouvons pas la perdre. » Le cœur serré, John porta Sarah jusqu'aux urgences les plus proches, les enfants courant à côté de lui. La réceptionniste les regarda avec un mélange de pitié et de dégoût, mais l'état de Sarah était trop grave pour être ignoré. « Pneumonie », dirent les médecins, avancée et dangereuse, tandis que Sarah luttait pour sa vie sur un brancard dans le couloir bondé de l'hôpital public, une assistante sociale apparut. Madame Patel était son nom, et bien que son ton soit doux, ses mots étaient dévastateurs. « Monsieur Matthews, nous devons discuter du bien-être des enfants. Dans les circonstances actuelles, vivant dans la rue, avec la mère hospitalisée. » John sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ils allaient emmener ses enfants. Après tout ce qu'ils avaient traversé, la famille serait déchirée. Emma s'accrocha à son père, sanglotant. « Ne les laisse pas nous emmener, papa. Je promets que je serai sage. Je ne me plaindrai plus de rien. » Lucas était pâle, mais gardait un bras protecteur autour de sa sœur. Madame Patel soupira, visiblement émue par la scène. « Je vous donne 72 heures. » dit-elle finalement. « Si d'ici là vous n'avez pas d'adresse fixe, je devrai prendre des mesures. C'est pour la sécurité des enfants. »
Elle laissa sa carte et partit, laissant John avec le poids du monde sur les épaules. Cette nuit-là, assis à côté du lit de Sarah à l'hôpital, avec les enfants dormant sur des chaises inconfortables, John toucha le fond. Il avait échoué en tant que mari, en tant que père, en tant qu'homme. Les larmes qu'il avait retenues pendant des mois tombèrent finalement silencieuses et amères. Mais alors Sarah ouvrit les yeux, encore faible mais lucide, et tint sa main. « N'abandonne pas », chuchota-t-elle. « Nos enfants ont besoin de voir que nous nous battons jusqu'au bout. Trouve un moyen, John. Je crois en toi. » Et là, dans cette chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la désespération, John prit la décision la plus importante de sa vie. Il n'abandonnerait pas. Même s'il devait déplacer des montagnes, il sauverait sa famille. Le samedi matin, avec seulement 48 heures restantes avant la date limite de l'assistante sociale, John laissa Sarah se reposer à l'hôpital et emmena les enfants à la bibliothèque. Il avait besoin d'un miracle, et peut-être qu'entre ses livres et ordinateurs, il trouverait une réponse. C'est alors qu'il remarqua un homme bien habillé observant Lucas dans la section ingénierie. L'homme semblait familier, mais John ne pouvait pas l'identifier avec la barbe bien soignée et les lunettes à monture discrète. L'étranger s'approcha de Lucas, qui était absorbé dans un livre sur les ponts et structures. « Comprends-tu ce que tu lis » demanda-t-il gentiment. Lucas, initialement timide, commença à expliquer avec enthousiasme les concepts de distribution du poids et de tension qu'il avait appris avec Mike. L'homme écouta attentivement, posant des questions complexes auxquelles Lucas répondit avec une clarté surprenante pour son âge. « Impressionnant », murmura l'homme. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » John s'approcha de manière protectrice, mais l'homme leva la main dans un geste pacifique. « Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Daniel Morrison. » Le nom frappa John comme la foudre, le PDG de Morrison Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Que faisait un milliardaire dans la bibliothèque publique un samedi matin? Daniel sembla lire ses pensées. « Je viens ici tous les samedis. C'est là que j'ai appris à programmer quand j'étais enfant, vivant avec ma mère célibataire dans un quartier pauvre. Cette bibliothèque a sauvé ma vie. » Daniel regarda directement John, et il y avait quelque chose dans ses yeux, reconnaissance, compassion, détermination. « Je vous ai vu cette nuit pluvieuse, il y a quelques semaines. J'étais dans ma voiture, coincé dans les embouteillages, et j'ai vu votre famille s'abriter de la pluie. Je vous observe depuis. » John ressentit un mélange de honte et d'espoir. Daniel continua. « Votre fils a un esprit brillant. Votre fille aussi. Je l'ai vu aider d'autres enfants avec les mathématiques hier. Ce sont des enfants spéciaux. » Il marqua une pause, semblant prendre une décision. « Où est leur mère ?» Quand John expliqua pour Sarah à l'hôpital et l'ultimatum de l'assistante sociale, le visage de Daniel se durcit. 72 heures pour trouver un logement où ils perdent les enfants? Il secoua la tête, furieux. Le système punit les pauvres d'être pauvres. Il sortit son téléphone et passa un appel rapide, parlant à voix basse. Puis il se tourna vers John. « Êtes-vous prêt à travailler dur? Plus dur que vous n'avez jamais travaillé ?» John acquiesça sans hésiter. Daniel sourit pour la première fois. « Alors, retrouvez-moi demain matin à 8 heures, à l'adresse que je vais vous donner. Et amenez votre famille, y compris votre femme, si elle sort de l'hôpital. Nous avons beaucoup à discuter. » Plot twist que personne n'a vu venir. Réagissez avec si vous croyez qu'il existe encore des gens comme Daniel Morrison dans le monde et suivez-moi pour ne pas manquer ce qui arrive quand Richard Stevenson découvre cette aide. Le dimanche matin arriva avec Sarah, insistant pour quitter l'hôpital, encore faible mais déterminée à être avec sa famille à ce moment crucial. À l'adresse que Daniel avait fournie, un immeuble résidentiel élégant mais pas ostentatoire dans l'Upper East Side, ils furent accueillis par une assistante qui les mena à un appartement meublé au 3e étage. « Monsieur Morrison vous attend », dit-elle, ouvrant la porte pour révéler un espace simple mais propre, avec 3 chambres et une vue sur un petit parc. Daniel était dans le salon, mais il n'était pas seul. À l'horreur de John, Richard Stevenson était là aussi, son visage rouge de rage. « Alors c'est vrai », Stevenson cracha les mots. « Tu gaspilles vraiment des ressources avec ces parasites, Morrison? Je pensais que tu étais plus intelligent. »
La tension dans la pièce était palpable. Emma se cacha derrière sa mère, se souvenant de l'humiliation que cet homme avait causée. « Richard, » Daniel dit calmement, « tu es ici parce que je veux que tu sois témoin de ceci. Il y a 3 mois, tu as humilié cette famille devant des dizaines de personnes. Tu as appelé ces enfants de futurs ratés. Tu as dit que leurs parents étaient des déchets. » Stevenson renifla. « Et je maintiens chaque mot. Regarde-les, Daniel, des mendiants. Tu encourages la fainéantise. » Daniel se leva, sa présence commandant la pièce, malgré sa taille plus petite que Stevenson. « Sais-tu ce que je vois, Richard? Je vois un homme qui a travaillé dans la construction pendant des années, contribuant à construire cette ville. Je vois une professeure qui, même en vivant dans la rue, a continué à éduquer des enfants. Je vois 2 enfants brillants qui, malgré tout, ont gardé leurs notes élevées et leurs rêves vivants. » Il marqua une pause. « Et sais-tu quoi d'autre je vois? Je me vois il y a 30 ans, quand ma mère et moi avons été expulsés et avons vécu dans notre voiture pendant 6 mois. La révélation frappa tout le monde comme un tonnerre. Daniel Morrison, le milliardaire de la technologie, avait été un enfant sans abri. Stevenson sembla momentanément sans voix. Daniel continua. « La différence entre cet enfant et l'homme que je suis aujourd'hui était une personne. Un homme d'affaires qui a vu du potentiel là où d'autres voyaient l'échec. Il m'a donné une chance, un emploi, du mentorat. Et aujourd'hui, je rends l'appareil. » Il se tourna vers John. « À partir de demain, vous commencez à travailler dans mon entreprise. Salaire de départ, avantage complet, et cet appartement est à vous pour 1 an, suffisamment de temps pour que vous vous stabilisiez. » Stevenson explosa. « C'est de la folie. Tu jettes l'argent. Je vais m'assurer que tous nos associés sachent cela. Ta réputation... » Daniel l'interrompit avec un rire. « Ma réputation? Richard, je viens de conclure un contrat de 2 milliards avec le gouvernement. Ma réputation va bien. La tienne, d'autre part. » Il prit sa tablette et montra une vidéo. La scène de Stevenson humiliant la famille Matthews, filmée par quelqu'un et déjà avec des millions de vues en ligne. « Il semble qu'Internet n'a pas beaucoup aimé votre comportement. Vos actions ont déjà chuté de 8% depuis que la vidéo est devenue virale hier. » Le visage de Stevenson devint blanc, puis violette de rage. Il partit en claquant la porte, laissant la famille Matthews sous le choc du tournant des événements. Mais Stevenson n'était pas homme à accepter la défaite facilement. Le lundi matin, quand John devait commencer son nouveau travail, ils découvrirent que l'homme d'affaires avait utilisé son influence pour créer des problèmes. L'assistante sociale, Madame Patel, apparut à l'appartement avec 2 policiers et une ordonnance du tribunal. « J'ai reçu des informations selon lesquelles les enfants sont en danger, » dit-elle, visiblement mal à l'aise. « Je dois les emmener en garde protectrice pendant que nous enquêtons sur des allégations de négligence parentale continue et exploitation par des tiers. » Sarah paniqua, agrippant Emma et Lucas. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons un foyer maintenant. John a un emploi. » Mais les policiers bougeaient déjà. C'est alors que Daniel apparut, accompagné non seulement de son avocat, mais de Janet de la bibliothèque, Mike, le tuteur bénévole, sœur Catherine de l'église, et étonnamment Thomas, le vétéran qui avait donné les premiers conseils à la famille. Derrière eux, des dizaines de personnes que la famille avait touchées durant leur parcours dans les rues. « Madame Patel », Daniel dit calmement, lui remettant un dossier. Voici les déclarations de 47 personnes attestant du caractère de cette famille. Des lettres de l'école, montrant les excellentes notes des enfants même pendant la période de difficulté. Des dossiers médicaux montrant que, malgré les circonstances, les enfants n'ont jamais manqué de vaccins ou de contrôles essentiels. Les parents sacrifiaient leurs propres repas pour les payer. L'assistante sociale commença à feuilleter les documents, ses yeux s'élargissant. Mais le moment le plus puissant vint d'une source inattendue. La porte s'ouvrit et la directrice Williams, la même qui avait menacé d'appeler les services sociaux, entra. « Je dois parler, » dit-elle, visiblement émue. « J'avais tort, complètement tort. Ces enfants, même quand ils arrivaient fatigués et affamés, n'ont jamais perdu leur gentillesse. Emma partage son déjeuner avec des camarades qui oublient le leur. Lucas fait du tutorat avec des enfants ayant des difficultés en mathématiques.
Ils sont la preuve vivante que le caractère n'a rien à voir avec la condition financière. Le moment décisif vint quand Lucas, avec seulement 9 ans, fit un pas en avant. « Madame Patel, vous voulez nous protéger, et je vous en remercie. Mais vous devez comprendre, nos parents nous ont protégés chaque jour. Papa dormait éveillé pour s'assurer que nous étions en sécurité. Maman restait sans manger pour que nous ayons assez. Ils n'ont jamais, pas une seconde, cessé de nous aimer et de prendre soin de nous. Être pauvre n'est pas un crime. Et avoir des parents qui se battent chaque jour pour vous n'est pas de la négligence, c'est de l'amour. » Sa voix claire et mature résonna dans l'appartement et il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Madame Patel baissa les papiers, visiblement émue. Après un long moment, elle dit « Affaire classée. Et monsieur Stevenson recevra une visite de mon département concernant de fausses allégations. Un garçon de 9 ans vient de donner une leçon de vie que beaucoup d'adultes ont besoin d'entendre. Partagez maintenant. Ce message doit atteindre plus de personnes. Et commentez quelle phrase de Lucas vous a le plus marqué. » La nouvelle se répandit comme un feu de forêt. La vidéo de la confrontation, enregistrée par l'un des présents, devint virale en quelques heures. « Un garçon de 9 ans défend une famille sans abri contre le système » était le titre qui circulait sur les réseaux sociaux. Mais plus impactant fut ce qui arriva à Richard Stevenson. Ces fausses allégations aux services sociaux, combinées à la vidéo précédente de son humiliation publique de la famille, créèrent une tempête parfaite de relations publiques négatives. En 3 jours, il fut forcé de démissionner de 2 conseils d'administration et ses magasins faisaient face à des boycotts massifs. Daniel Morrison, d'autre part, vit son entreprise recevoir une vague de publicité positive, mais il redirigea rapidement l'attention vers la vraie histoire. Lors d'une conférence de presse, avec la famille Matthews à ses côtés, avec leur permission, il annonça la création de la fondation Seconde Chance, dédiée à aider les familles de travailleurs en situation de rue à se remettre sur pied. Le cas des Matthews n'est pas unique, dit-il. Il y a des milliers de familles de travailleurs à un salaire de distance de la rue. Il est temps de changer cela. John commença son travail chez Morrison Tech, non dans un poste symbolique, mais comme assistant junior dans le département des installations où son expérience en construction était valorisée. Ses collègues, initialement sceptiques, découvrirent rapidement qu'il était l'un des travailleurs les plus dévoués qu'ils aient jamais vus. Sarah, encore en convalescence mais déterminée, accepta le poste de coordinatrice bénévole à la bibliothèque, officialisant le travail qu'elle faisait déjà avec les enfants de la rue. Emma et Lucas retournèrent à l'école comme de petites célébrités. Mais ils gérèrent l'attention avec une maturité surprenante. Au lieu de se vanter, ils utilisèrent leur plateforme pour sensibiliser à la situation des sans-abri. Emma lança une campagne de collecte de fournitures scolaires pour les enfants en situation de rue. Lucas commença un club de tutorat, enseignant les mathématiques et les sciences aux enfants qui, comme lui, avaient manqué des cours à cause de circonstances difficiles. Mais l'impact le plus profond fut personnel. Cette première nuit dans l'appartement, avec de vrais lits, leur propre salle de bain, et la certitude de l'endroit où ils se réveilleraient le lendemain, la famille Matthews se rassembla dans le petit salon. Ils pleurèrent, des larmes de soulagement, de gratitude, d'épuisement enfin autorisé. John serra Sarah dans ses bras, qui serra les enfants dans ses bras, et pendant de longues minutes, ils restèrent simplement là, une famille qui avait traversé l'enfer ensemble et en était sortie non pas brisée, mais renforcée. Le traumatisme était là, les cicatrices resteraient, mais ils avaient survécu. Et plus important, ils avaient gardé leur humanité, leur amour et leur espoir intacts. 6 mois plus tard, par un après-midi tranquille de dimanche, John était assis sur le petit balcon de l'appartement, regardant Emma et Lucas jouer dans le parc en bas. Il réfléchissait au voyage qui les avait menés là. Les nuits froides sous les ponts semblaient un cauchemar lointain, mais les leçons apprises restaient vives. Il avait découvert que la vraie richesse n'était pas dans le compte en banque, mais dans la résilience de l'esprit humain, dans la bonté des étrangers et dans l'amour inconditionnel de la famille.
Sarah le rejoignit, apportant 2 tasses de café, un luxe simple qu'il ne tenait plus jamais pour acquis. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. John tint sa main, les mêmes mains qui avaient tenu les siennes durant les nuits les plus sombres. « Je pense à comment la pire période de nos vies a aussi révélé le meilleur des gens. Thomas qui nous a montré le chemin, Janet qui s'est battue pour nous, Daniel qui a vu au-delà des apparences. » Il marqua une pause. « Et je pense à combien de familles sont encore là-dehors, traversant ce que nous avons traversé. » Ce fut Sarah qui verbalisa ce qu'ils ressentaient tous les deux. Nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas devenir aveugles à la souffrance des autres maintenant que nous sommes en sécurité. Il s'agissait de plus que la survie maintenant. Il s'agissait d'un but. Ils avaient été sauvés non seulement pour eux-mêmes, mais pour devenir le pont pour d'autres. John acquiesça. Chez Morrison Tech, il avait déjà recommandé 3 personnes sans abri pour des postes, toutes embauchées. Sarah avait élargi son programme à la bibliothèque, maintenant officiellement financé par la Fondation Seconde Chance. Les enfants portaient aussi les leçons. Emma, maintenant avec des notes parfaites et louées par les enseignants, n'oubliait jamais de partager son déjeuner ou ses fournitures scolaires. Quand une camarade commenta qu'elle n'avait plus besoin de partager les choses puisqu'elle n'était plus pauvre, Emma répondit avec une sagesse au-delà de ses années. « Je partage non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je sais ce que c'est d'en avoir besoin. » Lucas, de son côté, était devenu mentor de plusieurs enfants, se souvenant toujours que l'intelligence et le potentiel existaient partout, pas seulement dans les quartiers riches. Mais la réflexion la plus profonde de John portait sur la nature de la dignité humaine. Ils avaient été traités comme moins qu'humains pour être pauvres, comme si le manque d'argent diminuait leur valeur en tant que personne. Maintenant, ils comprenaient que la vraie pauvreté n'était pas le manque de ressources, mais le manque de compassion. Richard Stevenson, avec tous ses millions, était plus pauvre en esprit qu'il ne l'avait jamais été dans les rues. La vraie richesse était en Daniel Morrison, qui utilisait son succès pour élever les autres. Elle était en chaque personne qui avait tendu la main sans juger, et elle était en eux-mêmes, qui même au fond du gouffre, n'avaient jamais perdu la capacité d'aimer, de rêver et de se battre pour un lendemain meilleur. La retrouvaille la plus émouvante se produisit par un samedi ensoleillé de printemps. John travaillait sur un projet de rénovation chez Morrison Tech quand il reçut un appel. Son frère Michael, avec qui il avait perdu le contact il y a des années à cause de la fierté et de la honte de sa situation, avait découvert son histoire à travers les nouvelles. « John !» La voix étranglée vint de l'autre bout de la ligne. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi n'as-tu pas demandé d'aide ?» La rencontre eut lieu dans le même parc où les enfants jouaient maintenant librement. Michael, homme d'affaires prospère à Chicago, serra son frère dans ses bras avec des larmes aux yeux. « J'aurais aidé, » répétait-il. « Tu es mon frère. » John expliqua la fierté qui l'en avait empêché, la honte d'admettre l'échec. Michael secoua la tête. « Échec ? John, tu as gardé ta famille unie dans des circonstances impossibles. Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. » Les frères pleurèrent ensemble, des années de distance fondant dans le pardon mutuel. Mais la retrouvaille la plus surprenante et transformatrice vint d'une source inattendue. Un après-midi de mardi, Sarah coordonnait son programme à la bibliothèque quand une femme bien habillée s'approcha avec hésitation. C'était Margaret Stevenson, l'épouse de Richard. Sarah sentit son corps se tendre, mais Margaret leva la main pacifiquement. « S'il vous plaît, » dit-elle, avec des larmes aux yeux, « j'ai besoin de vous parler. » Ce qui suivit fut une confession douloureuse. Margaret avait assisté, honteuse et silencieuse, tandis que son mari humiliait des familles comme la leur pendant des années. Mais voir la vidéo, entendre les mots de Lucas, avait brisé quelque chose en elle. « J'ai 2 enfants, » continua Margaret, « et quand j'ai vu votre garçon vous défendre, j'ai pensé, et si c'était mes enfants? Et si l'argent disparaissait demain? » Elle avait quitté Richard, dégoûtée par sa cruauté et son manque d'humanité. Mais plus que cela, elle voulait aider. Avec une fortune personnelle héritée de la famille, elle voulait contribuer à la fondation Seconde Chance. Sarah, après le choc initial, fit quelque chose qui surprit toutes les deux. Elle serra Margaret dans ses bras. « Tout le monde mérite une seconde chance, » dit-elle. «
Même vous. Le moment le plus cathartique vint quand Thomas, le vétéran qui avait donné les premiers conseils, rendit visite à la famille dans leur nouveau foyer. Maintenant, bénévole régulier à la fondation, il pleura en voyant les enfants en bonne santé et heureux. « Vous m'avez donné de l'espoir », dit-il. « Voir que mes mots ont fait une différence, que j'ai aidé une famille à trouver son chemin. Cela a guéri des blessures en moi que je ne savais même pas être encore ouvertes. » Emma le serra fort dans ses bras, chuchotant « Merci d'avoir sauvé notre famille. » Thomas corrigea gentiment « Non, ma chère, vous vous êtes sauvés, j'ai juste montré la porte. » Ces retrouvailles et réconciliations enseignèrent à la famille Matthews une vérité puissante. La souffrance partagée crée des liens indestructibles, mais c'est la compassion partagée qui transforme le monde. Chaque personne qui avait touché leur vie, et chaque vie qu'ils touchaient maintenant, créait des ondulations de changement qui se répandaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient devoir. Le pardon d'eux-mêmes pour avoir atteint cette situation, des autres pour leur jugement, et même de personnes comme Margaret qui avait été complice silencieuse, devint non seulement un acte de guérison, mais de libération. 1 an après cette nuit fatidique sous la pluie, la famille Matthews fut invitée au gala de charité annuel de Morrison Tech. John, maintenant promu superviseur assistant, portait son premier costume neuf en année. Sarah, radieuse dans une robe simple mais élégante, avait été nommée directrice des programmes éducatifs de la Fondation Seconde Chance. Emma et Lucas, dans leurs plus beaux vêtements, ressemblaient à n'importe quels autres enfants de classe moyenne, sauf pour l'éclat spécial dans leurs yeux, le genre qui vient de connaître à la fois l'obscurité et la lumière. Pendant l'événement, Daniel Morrison monta sur scène pour son discours annuel. Mais cette année était différente. « Je veux raconter une histoire », commença-t-il, « sur comment un investissement en compassion peut rapporter des dividendes incommensurables. » Il raconta le parcours de la famille Matthews, non pas comme une histoire de charité, mais comme une histoire de potentiel humain gaspillé par un système défaillant. John Matthews a augmenté l'efficacité de notre département des installations de 30%. Sarah a éduqué plus de 200 enfants en situation de vulnérabilité. Emma et Lucas sont en tête de leur classe. Ce n'est pas un cas de chance. C'est ce qui arrive quand nous donnons aux gens l'opportunité qu'ils méritent. Mais la vraie justice vint de manière inattendue. Richard Stevenson, dont la fortune avait considérablement diminué à cause des boycotts et de la mauvaise publicité, fut arrêté pour fraude fiscale, des enquêtes initiées après l'examen public de ses affaires. Pendant le procès, il fut révélé qu'il avait construit son empire en exploitant les travailleurs, en évitant les impôts et en détruisant les petites entreprises. L'ironie n'échappa à personne. L'homme qui avait appelé les Matthews parasites était, lui-même, celui qui avait parasité la société pendant des décennies. Karma is real. Double tap si vous croyez que les gens récoltent ce qu'ils sèment. Sauvegardez ce poste et taguez quelqu'un qui a besoin de voir que la bonté gagne toujours à la fin. La récompense la plus significative, cependant, ne vint pas sous forme d'argent ou de reconnaissance. Elle vint un après-midi ordinaire de jeudi, quand Emma rentra de l'école avec une enveloppe. Elle avait été acceptée dans un programme scientifique avancé pour jeunes talents, avec une bourse intégrale. Ses yeux brillaient du même rêve de devenir médecin, mais maintenant avec un chemin clair devant elle. Lucas, ne voulant pas être en reste, avait gagné une compétition d'état de mathématiques et fut invité à un camp d'été d'ingénierie au MIT. D'enfants sans abri à étudiants de Harvard et du MIT. Partagez si vous croyez au pouvoir de l'éducation. Suivez-moi pour plus d'histoires qui restaureront votre foi en l'humanité. Mais le moment qui fit pleurer John et Sarah de joie vint quand les enfants, au lieu de célébrer seulement leur réussite, demandèrent immédiatement « Pouvons-nous utiliser ceci pour aider d'autres enfants comme nous ?» Ils avaient appris la leçon la plus importante. Le succès n'a de sens que quand il est utilisé pour élever les autres. Cette nuit-là, la famille Matthews se rassembla pour dîner à leur petite table. Plus un repas incertain partagé dans les rues, mais une célébration de survie, de croissance et de buts renouvelés. La justice était venue non pas comme vengeance, mais comme opportunité. Et la plus grande récompense n'était pas ce qu'ils avaient gagné, mais qui ils étaient devenus.
5 années passèrent comme un souffle. La famille Matthews avait déménagé dans une maison modeste, mais à eux, achetée avec des économies soigneuses et le travail acharné de John et Sarah. Elle était petite, avec 3 chambres et une cour, où Sarah cultivait un jardin, qu'elle appelait « jardin d'espoir ». Chaque plante représentait quelqu'un qui avait aidé dans leur parcours, grandissant et s'épanouissant comme les vies qu'ils avaient touchées. John avait été promu directeur des installations chez Morrison Tech, mais sa vraie fierté était dans le programme de stagiaires qu'il avait créé spécifiquement pour les personnes en situation de vulnérabilité. Il avait déjà aidé 50 personnes à sortir des rues pour des emplois stables. Sarah avait transformé le programme éducatif de la Fondation en modèle national, avec des bibliothèques dans 15 villes implémentant des versions similaires. Elle était aussi retournée enseigner, maintenant comme professeure titulaire, dans une école publique, apportant son expérience unique en classe. Emma, maintenant âgée de 12 ans, était la star de son école. Mais plus impressionnant que ses notes parfaites était son projet « Médecine pour tous », un club où elle et d'autres étudiants visitaient les refuges pour enseigner les premiers secours de base et les soins de santé. Son rêve de devenir médecin avait évolué. Elle voulait se spécialiser en médecine pour populations vulnérables. Lucas, à 14 ans, développait déjà des applications. Son projet le plus récent était une app qui connectait les sans-abri avec les ressources disponibles en temps réel. Refuge avec des places libres, repas gratuits, opportunités d'emploi. La fondation Seconde Chance était devenue un mouvement. Ce qui avait commencé avec l'histoire d'une famille avait inspiré des dons de millions, des changements dans les politiques publiques et, plus important, un changement dans la façon dont la société voyait les sans-abri. Margaret Stevenson, maintenant l'une des principales financières, était devenue une amie improbable de la famille. « Vous m'avez appris que la richesse sans but est de la pauvreté déguisée », dit-elle lors d'un événement récent. Mais le nouveau commencement le plus significatif se produisait tous les jours à 6 heures du matin, quand John se réveillait non plus avec peur et désespoir, mais avec gratitude et but. Il maintenait un rituel. Avant que tous se réveillent, il sortait dans la petite cour et restait en silence pendant quelques minutes, se souvenant. Non pas pour se torturer, mais pour ne jamais oublier, pour ne jamais devenir aveugle à la souffrance d'autrui, pour garantir que chaque jour serait utilisé non seulement pour vivre, mais pour faire une différence. Un matin, Lucas le rejoignit. « Tu fais ça tous les jours, papa ?» John acquiesça. « C'est ma façon d'honorer notre parcours, » dit-il. Lucas prit la main de son père. « Alors je vais le faire avec toi. » Et là, père et fils, survivants devenus multiplicateurs d'espoir, saluèrent un jour de plus de possibilités infinies. 10 ans après cette nuit pluvieuse qui changea tout, Daniel Morrison et la famille Matthews étaient ensemble à nouveau, cette fois sur la scène de remise des diplômes d'Emma. À 17 ans, elle avait obtenu son diplôme de lycée comme major de promotion, avec une bourse intégrale pour Harvard Medical School. Dans son discours, elle ne parla pas de ses réussites académiques. Au lieu de cela, elle raconta l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui tenait un cahier trempé dans la pluie, rêvant d'être médecin tout en n'ayant nulle part où dormir. « J'ai appris que les rêves ne meurent pas par manque d'argent, » dit Emma au microphone, sa voix claire et forte. « Ils meurent par manque d'opportunités, par manque de quelqu'un qui croit, par manque d'une société qui comprend que le potentiel humain n'a pas de code postal. » Elle regarda directement Daniel Morrison dans l'assistance. Un homme a choisi de voir au-delà de nos circonstances. Il a vu notre potentiel. Et aujourd'hui, je promets d'utiliser chaque connaissance que j'acquérais pour garantir qu'aucun enfant n'ait ses rêves limités par son adresse ou son absence d'adresse. Lucas, maintenant à l'université étudiant l'ingénierie et l'informatique, avait élargi son application en réseau national. Plus de 100 000 personnes avaient trouvé de l'aide grâce à sa plateforme. John dirigeait la division d'inclusion sociale de Morrison Tech, la transformant en modèle corporatif de responsabilité sociale. Sarah avait écrit un livre sur l'éducation en situation de vulnérabilité, devenu lecture obligatoire dans les cours de pédagogie.
Mais plus important que toute réussite individuelle était l'héritage collectif. Plus de 1000 familles avaient été aidées directement par la fondation Seconde Chance. Richard Stevenson, purgeant sa peine pour ses crimes financiers, avait envoyé une lettre à la famille. En elle, il admettait que la prison lui avait appris ce que sa richesse n'avait jamais pu, l'humanité. « Vous m'avez montré qui j'étais vraiment », écrivait-il. « Et bien qu'il soit trop tard pour moi, j'espère que mon histoire servira d'avertissement aux autres. » La famille choisit de ne pas répondre avec colère, mais d'inclure son histoire comme exemple de comment le manque de compassion corrode non seulement les autres, mais sa propre âme. À la célébration, après la remise des diplômes, Thomas, maintenant âgé de 75 ans et directeur honoraire de la Fondation, fit le toast final. « Il y a 10 ans, j'ai vu une famille brisée mais pas vaincue. Aujourd'hui, je vois des multiplicateurs de miracles. Chaque personne ici qui a été touchée par cette histoire est la preuve que le changement est possible, que la bonté est contagieuse, que l'amour est plus fort que toute adversité. » Et ainsi, l'histoire de la famille Matthews devint plus qu'un récit de dépassement. Elle devint un appel à l'action. Parce que dans chaque ville, à chaque coin de rue, il y a une famille comme il l'était. Des enfants brillants dormant dans des voitures. Des parents travailleurs sans opportunité. Des rêves étouffés par les circonstances. Le message final était clair et puissant. N'attendez pas d'être milliardaire pour faire une différence. N'attendez pas le moment parfait pour tendre la main. Chaque geste compte, chaque bonté importe. Parce que parfois, tout ce qui sépare le désespoir de l'espoir est quelqu'un qui choisit de voir l'humain derrière la situation. Quelqu'un qui choisit d'agir. Quelqu'un comme vous. Cette histoire se termine, mais son impact peut commencer maintenant. 3 choses que vous pouvez faire aujourd'hui. 1. Partagez cette histoire. Quelqu'un a besoin d'entendre ceci. 2. Commentez comment vous allez appliquer cette leçon dans votre vie. 3. Suivez-moi pour plus de contenu qui transforme les perspectives. Et si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable, n'attendez pas d'être millionnaire pour aider. Parfois, un mot de soutien fait déjà toute la différence. Activez les notifications, des histoires comme celle-ci arrivent en premier aux abonnés.